last interview, we saw how, even in literary studies, where mimesis is usually defined in terms of realism or representation, new forms of mimetic behavior are currently emerging in a post-print culture that deserve to be analyzed and read. These include, among other things, the impact of visual representations in movies or video games on spectators and users, but also the rising power of new fascist leaders who mobilize new media in order to galvanize the masses. Today, we will continue to explore the interdisciplinary quality of mimesis by interviewing a figure who has been working for several years now between disciplines, developing a thought characterized by complexity and transdisciplinarity. Edgar Morin has been director of research at the CNRS for many years and has contributed enormously to establishing interdisciplinary dialogues. He is the author of an immense oeuvre titled La Méthode, in which he establishes new foundations in order to think across binary oppositions like nature and culture, mind and body, drawing on cybernetics and system theory in order to account for the feedback loops that are constitutive of many systems. He is the author of an immense oeuvre, over 60 books, and even though he never wrote one single book on mimesis, one can argue that the problematic of imitation runs through the entirety of his corpus. We'll be meeting him in his home here in Montpellier, and we'll be using the notion of mimesis in order to touch on different aspects of his thought, while at the same time using la pensée complexe in order to cast light on Homo mimeticus. Oui, c'est Nides Lotou. Comme je vous disais, l'idée c'est de prendre le concept de mimesis et toucher un petit peu à différents points de votre œuvre. Et j'aimerais quand même partir d'un point de vue personnel, pour utiliser un titre de mon livre, partir du vif du sujet. Vous dites que d'un côté, comme enfant, vous n'avez pas subi l'imprinting culturel très fort de votre famille, de votre école, de l'université. Et en même temps, vous étiez très réceptif à l'imitation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe? D'un côté, libre, pas de modèle fixe, et de l'autre, cette attention à l'imitation. Mais je crois que c'est lié, parce que n'ayant, disons, aucune vérité en moi, dès qu'on énonçait une vérité quelconque, je pouvais la trouver convaincante par au moins certains aspects, et du coup je pouvais passer d'une vérité à l'autre. C'est pas tellement le mimétisme là, c'est, si vous voulez, beaucoup plus l'absence de tout système dogmatique ou fort pour résister aux vérités les plus contraires. Donc c'est ce qui m'a rendu sensible aux contradictions. Pour moi, le côté mimétique, je crois que je l'ai senti en moi, et ça je l'ai dit dans mon livre sur l'esthétique. Quand j'étais jeune et surtout étudiant, là, alors je faisais des croquis, des caricatures des personnes qui m'étaient proches, que je voyais, camarades, amis. Bon. Et alors, j'ai été frappé de pouvoir trouver la ressemblance, et sans regarder la personne. Et chaque fois que je voulais faire un dessin en regardant la personne, en voulant faire le front, le nez, enfin, analytiquement, c'était pas ressemblant. Donc, si vous voulez, c'était cette capacité mimétique, et c'est pour ça que j'ai pensé que
ceux qui faisaient ces peintures préhistoriques dans des grottes étroites, sombres, ça, sans voir les animaux, sans voir les chevaux, les rhinocéros, avaient en eux ce pouvoir mimétique. Mimétisme, je crois que nous avons tous, dès l'enfance, pas seulement le mimétisme qui nous fait apprendre les mots comme ça, là, mais je crois qu'il nous fait intégrer certaines expressions du visage, certaines façons de rire, certaines façons de parler, des personnes qui vous influencent, qui vous marquent. Souvent, c'est les parents. Et ce caractère mimétique, je l'ai bien vu avec des amis très proches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un d'autre se mettait à rire comme moi. Et moi, je me mettais à sourire comme lui. Bon. Donc, si vous voulez, il y a des mimétismes minimes, inconscients, qui sont présents dans toute notre vie. Et moi, je le vis comme ça, même quand j'ai avancé dans l'âge, j'ai vu aussi bien des jeunes collaborateurs qui inconsciemment imitaient une certaine façon de parler que j'ai. Et moi, quand quelque chose me plaît dans l'expression de quelqu'un d'autre, inconsciemment, je l'incorpore. Je crois que chacun potentiellement a l'aptitude mimétique et que peut-être cette théorie des neurones miroirs, n'est-ce pas, qui est une des choses qui permet d'en comprendre au moins au niveau cérébral, disons, les conditions, n'est-ce pas, de cette mimésis. Je crois que cette capacité est plus ou moins grande selon les personnes que ceux qui ont une personnalité très rigide, très affirmée, ils l'ont sous-développée. Ceux qui ont une personnalité plus ouverte, plus sensible aux présences d'autrui, l'ont de façon plus grande. C'est vrai que quand j'ai étudié les stars, j'ai reconnu quelque chose que moi j'ai toujours vécu, parce que très tôt j'étais pris par le cinéma. Dès l'âge de 10 ans, après la mort de ma mère, pour moi le cinéma c'était ma maison. Et évidemment, comme tous les spectateurs, je vivais pendant la projection identifiée mimétiquement tout ce que vivaient mes personnages favoris. Mais je pense à autre chose aussi personnellement. Enfin, un film qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais aussi gamin, c'était un film soviétique, Les Marins de Kronstadt. Et dans ce film-là, il y a un commissaire politique qui va en bateau haranguer les marins de Kronstadt pour qu'ils résistent à l'attaque des Blancs. Hein, avant moi, la révolution 17 en Pétersbourg, Petrograd. Et ce commissaire m'avait impressionné. Il était méditatif, silencieux, et il avait un blouson de cuir. Et moi, quand je suis devenu résistant sous l'occupation allemande, j'ai pu trouver un blouson de cuir d'occasion que je portais, et j'aimais de temps en temps prendre cet air méditatif de responsable politique. Voilà. Et, donc, si vous voulez, je pense que la mimésis, ce genre de mimésis, diminue quand on devient adulte, je pense. Mais je pense qu'il est très fort dans l'enfance, dans l'adolescence, et même un peu au-delà dans la jeunesse. Je
pense que ça a dû jouer, sans doute, peut-être pour la naissance du langage ou de la poésie, à partir du chant des oiseaux, par exemple. Parce que à partir du moment où on a eu cette possibilité glottique, cette caverne intérieure qui permettait de multiplier les sons et surtout de chanter la musique, je pense que cette capacité mimétique est devenue très grande et que nos ancêtres chasseurs, en tant que chasseurs, pouvaient très bien imiter des cris d'animaux, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, la capacité mimétique vocale de l'être humain est très très grande. Et je pense que ça a joué un très grand rôle. Et comme je vous le disais, dans l'apprentissage du langage, ne serait-ce que ça, mais des gestes, des coutumes, de tout ça, etc. Il faut penser que pendant des millénaires, l'humanité n'a pas eu d'école où on enseigne. C'est-à-dire que tout s'est fait par mimésis, influence, etc. Si vous voulez, là, on voit très bien dans le monde animal que certains animaux pratiquent une mimésis physique. C'est-à-dire certains insectes imitent la feuille des arbres, imitent le caméléon, par exemple, prend les couleurs de l'environnement où il se trouve. Autrement dit, la mimésis n'est pas d'origine humaine. Il y a une capacité mimétique, aussi bien pour la défense que pour l'ornement, qu'on trouve présent dans la nature vivante. Mais cette capacité, elle s'est manifestée à partir d'une créativité qui se manifeste au moment de la reproduction, n'est-ce pas? C'est là où se font les choses, les transformations, les mutations. Alors que nous, cette capacité mimétique, elle se fait au niveau de notre cerveau, de notre esprit, de notre voix, etc., de notre culture surtout, voilà. Mais je pense aussi que, pour reprendre la part de vérité des anciennes théories qu'on a abandonnées avec Lévi-Strauss, mais qui restent intéressantes, c'est vrai que dans ce qu'on appelait le totémisme, la part de vérité, c'était qu'il y avait un ancêtre commun qui pouvait être un animal et auquel on s'identifiait. Hein. Les bororos sont des araras, hein, sont la phrase célèbre, c'est-à-dire les bororos sont aussi des perroquets tout en étant des humains. C'est-à-dire on est capable de se sentir parent d'une espèce animale différente à partir du moment où nous la considérons comme notre ancêtre. Donc, si vous voulez, moi je n'ai jamais fait systématiquement, mais il y aurait une étude systématique à voir tous ces aspects du mimétisme. Et dans cet ouvrage sur la mort, vous reliez le mimétisme à l'ombre, oui, et au double. Ben oui, voilà. Ben, c'est-à-dire que ce double, c'est ça qui est intéressant, c'est que le double, je parle, est une expérience qui vient de l'ombre, qui vient du reflet et qui vient du rêve. C'est-à-dire, quand on se réveille, on sait qu'on a fait des choses pendant le sommeil. Donc, le double est une expérience du vivant. Et je pense que chacun est accompagné plus ou moins inconsciemment, qui se réveille dès que vous êtes devant un miroir, etc. Et ce qu'il y a, c'est que c'est ce double qui survit, parce que c'est un être spectral, immatériel,
alors que le corps se décompose. Pour moi, c'est pas exactement du mimétisme, si vous voulez, c'est beaucoup plus une projection d'image de soi à laquelle on est identifié tout en maintenant une certaine altérité. C'est un alter ego ou un ego alter, c'est ça. Ça nous conduit déjà au cinéma, parce que dans vos livres sur le cinéma et l'homme imaginaire et puis sur les stars, vous parlez de projection, identification par rapport aux ombres qu'on voit dans la salle de cinéma. Que c'est presque plus facile d'avoir une identification avec un personnage fictif qu'avec un personnage réel. Et même en étant en situation de passivité physique, le psychisme est très actif. Est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe? Oui, mais déjà il faut remarquer que nous avons aussi cette capacité d'identification-projection avec des personnages de romans. Enfin, bon, nous l'avons aussi au théâtre. D'ailleurs, c'est au théâtre, pour le théâtre, que Aristote parle d'un mimésis qui permet la catharsis. Ce qui est intéressant, c'est que... Bon, alors au cinéma, c'est beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de semi-hypnotique, dans une salle obscure, avec des images magnifiées, avec des gros plans de visage, avec quelque chose qui est d'une puissance psychique suggestive extraordinaire, une présence très très forte, d'autre nature que celle de l'acteur de théâtre qui est physiquement présent, mais d'une autre intensité. Et alors, donc, c'est vrai qu'il y a cette sorte de mimésis pendant le spectacle, et du reste qui joue aussi dans notre façon d'associer l'actrice qui est la star à son personnage. Hein? C'est-à-dire qu'une fois que nous l'avons vue, nous restons attachés à la star que nous aimons. Moi, ce qui m'est arrivé pour Brigitte Helm, cette vedette allemande du film L'Atlantide, que j'ai eu pour Ava Gardner. Donc, si vous voulez, la mimésis au cinéma, et j'ajoute aussi le rôle de la musique, le rôle de sous-éléments pour renforcer au maximum la participation psychique dans cet état semi-hypnotique. Voilà. Pour revenir à la question de la catharsis chez Aristote, quand Aristote parle de la catharsis, il pense à la tragédie classique, il pense à Édipe de Sophocle. Un des problèmes que j'essaie d'étudier dans mon projet, c'est qu'on vit dans une société qui est post-print, post-cinématique, où il y a des images qui nous viennent un petit peu partout, dans les téléphones, dans la télévision. Et je me posais la question du danger de contamination mimétique. Vous savez, déjà ce problème avait été posé pour le cinéma dès la fin des années, dès le début des années 30. Il y a eu de nombreuses enquêtes aux États-Unis notamment. C'était sur le danger, parce qu'il y avait déjà beaucoup de films de violence, de films de gangsters ou des westerns. Enfin, il y avait déjà une violence qui n'était pas exacerbée comme aujourd'hui, même dans les films, avec toutes ces explosions, hein. Enfin, et donc l'idée c'était de savoir si le cinéma jouait un rôle dans la violence juvénile. Et après, on s'est posé le problème pour la bande dessinée aussi, l'angoisse des familles, etc. Et en ce qui concerne cela, ces études démontraient que c'était mineur, c'est-à-dire que surtout ça enseignait à faire certains gestes, certaines façons de tirer au revolver ou à la carabine, certaines façons de cambrioler, enfin, si vous voulez, mais que en réalité, ce n'était pas une incitation puissante à la violence.
Or, aujourd'hui, on peut dire que, comme ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les stimuli violents sont multiples, omniprésents, etc. Mais là, je crois que, si vous voulez, là, on est en pleine ambivalence. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour reprendre l'exemple du cinéma, on peut dire que pour la plupart des spectateurs adultes qui menaient une petite vie tranquille, et bourgeoise et rituelle et chronométrée, ces aventures violentes étaient une façon, non pas une catharsis, mais une façon un peu d'exonérer dans le rêve des désirs violents. C'est pas tout à fait une catharsis, mais quelque chose, une psychosis, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, il y a quand même la jonction de deux facteurs qui sont étroitement liés, puisque dans le fond, il y a la formation d'une relative autonomie adolescente dans nos sociétés, qui n'existait pas de cette façon, puisqu'une grande partie des jeunes vivant entre le cocon de l'enfance et l'intégration dans la vie adulte, et où il y a beaucoup d'aspirations, de turbulences, de révoltes, etc. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que, par exemple, ce que j'ai étudié là, à l'époque, quand il y a eu la génération française du rock, comme ça, avec Johnny Hallyday et les autres, que c'était très intéressant parce que il y a eu cette manifestation Place de la Nation. C'était intéressant parce que c'était une manifestation en principe tout à fait pacifique, organisée par Europe numéro 1, etc. Et où tous ces jeunes rassemblés se sont mis à tout casser. Donc c'est la fête qui se transforme en... Voilà. Et donc, si vous voulez, on peut dire que les conditions sociales actuelles, la diminution de l'autorité du parent, la décadence de l'autorité des enseignants, des libertés dont ils jouissent, peuvent favoriser des éruptions violentes, mais peuvent favoriser aussi des cérémonies où le déchaînement se fait dans la ferveur et dans la danse, comme les concerts rock et comme toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, ça joue un rôle. Ce rôle, je suis incapable de le quantifier, et même je crois que c'est très difficile, celui qui voudrait quantifier. Mais je crois que ça n'est pas un élément clé. Je veux dire que la tendance de penser que c'est beaucoup plus les médias, dans le sens le plus large, y compris le téléphone portable. La question, c'est de savoir dans quelle mesure ça calme une partie des gens et au contraire, ça excite une autre partie qui est minoritaire. Mais quand on voit les phénomènes, prenez par exemple dans des favelles brésiliennes, où vous voyez, c'est surtout la décomposition des familles, la misère sociale, la maîtrise, la mainmise de la mafia, des drogues sur les populations, qui fait que des gamins dès l'âge de 4 ans commencent à devenir des petits délinquants, ils peuvent devenir des criminels. Là, vous voyez très bien que le facteur principal n'est pas médiatique, il est sociologique. Voilà. Et regardez aussi bien à Medellín, qui était une ville de la criminalité infantile, il y a eu ce film d'ailleurs de Barbet Schroeder. Alors, quand il y a eu une municipalité avec l'aide de mécénat qui a réussi à créer une grande école de formation pour ces enfants perdus, et non seulement on leur a enseigné les choses normales, mais la danse, la musique, l'informatique, le sport. Enfin, mais ils ont été reconnus socialement. Donc, tant que cette école a fonctionné,
arrêt total de la délinquance. Donc, si vous voulez, il faut voir où sont les responsabilités les plus graves. Il a pris un aspect, il a surestimé et surévalué un aspect, disons, des problèmes de la mimésis. Mais je crois qu'il a eu tendance à réduire la mimésis à cette rivalité. Et sinon, c'est très intéressant à partir de mensonges qui est vérité romanesque et de la suite, c'est assez convaincant, mais c'est convaincant sur ces pièces de théâtre, sur ces œuvres-là. Mais il ne faut pas universaliser sa thèse. Et de même, je crois que ce qui est faux, c'est l'idée que Jésus, c'est la fin du sacrifice, alors qu'au contraire, c'est la perpétuation du sacrifice humain, n'est-ce pas, qui recommence à chaque messe. Bon. A priori, je ne vois pas parce que l'idée de l'écologie de l'action, c'est de savoir que toute décision est un pari, c'est-à-dire de rendre conscience le pari. Deux, de savoir que l'action dans un milieu donné va subir les réactions et les contractions du milieu et risque d'échapper à la volonté de son décideur, et donc de faire une stratégie. Mais je ne vois pas directement la place de la mimésis. Est-ce qu'il pourrait y avoir des feedback loops où des actions génèrent des réactions dans d'autres personnes ou dans l'environnement, par exemple, qui par une espèce de contagion rétroagit sur le sujet? Ça, c'est beaucoup plus à partir des phénomènes de bonne volonté produisent des effets contraires, de ceux de sympathie mal placée qui fait confiance à telle personne alors que par sympathie mimétique, moi ça m'est arrivé parfois de croire sur un visage, de faire pleine confiance à quelqu'un qui m'était sympathique et de me rendre compte après qu'il m'avait mis un coup de poignard dans le dos. Et de l'autre côté, vous rappelez souvent la phrase de Dostoïevski qu'il ne faudrait pas juger un criminel seulement par son crime. De Hegel. De Hegel, pardon. Absolument. Vertu du cinéma, parce que justement dans le cinéma, vous voyez dernièrement, j'ai vu ce film magnifique, Les Frères Sisters, de Jacques Audiard, un western. Et c'est extraordinaire parce que, en plus que le film, les images sont superbes, le montage est magnifique, enfin, c'est un film très bien, mais l'histoire, au départ, ce sont deux frères, deux brutes, deux tueurs, qui sont chargés par un commodore cynique de tuer quelqu'un dans telle autre province, d'aller au Texas. Bref, tout le film suit ces deux personnages, au départ, des brutes totales. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va, mais presque à la fin, mais soit, découvrir l'humanité, du moins de l'un des deux. C'est ça, disons, la vertu des grandes œuvres, c'est comme de Crime et Châtiment de Dostoïevski, c'est que vous voyez comment des tueurs, des criminels, dans le fond, ils ont été poussés. D'ailleurs, on apprend par bribes dans le film que le père était alcoolique, que le fils cadet a tué le père parce que le père battait la main. Enfin, on se rend compte d'un arrière-fond épouvantable qui a déterminé ces choses-là. Et puis après, on voit comment l'un des frères s'est lié avec son frère tueur pour le protéger par amour. Enfin, donc si vous voulez, moi je pense que c'est ça la pensée complexe, c'est de découvrir que l'humanité potentielle
la capacité de repentir, de transformation des êtres humains. Et donc, c'est cette vérité qu'exprime la phrase de Hegel. Et le cinéma nous rend tout à fait capables d'être dans... par exemple, le film sur le prisonnier d'Alcatraz, on sympathise avec ces gens qui pourtant ont commis un crime ou commettent des crimes, parce qu'on nous montre aussi les aspects de leur humanité. Ce qui se passe, c'est que autant nous devenons compréhensifs et intelligents quand nous voyons ce film, bien que nous soyons dans un état semi-hypnotique, nous redevenons fermés et obtus dès que nous sortons du cinéma. C'est ça la tragédie. Il y a deux choses. Pour le fait, si vous voulez, que le communisme a été une religion, mais une religion du salut terrestre, à la différence du salut céleste, mais qu'il a eu tous les caractères d'une religion, c'est-à-dire la lutte du bien contre le mal, la promesse d'un monde meilleur, idéal. Dans cette lutte du bien, voilà, l'apocalypse finale, la lutte finale, le sauveur, le messie, le prolétariat. Donc, si vous voulez, c'était le communisme, et d'ailleurs, comme toutes les grandes religions, a créé des martyrs, des bourreaux, des saints, des monstres. Bon, comme le christianisme, comme l'islam. Bon. Donc, si vous voulez, c'était des phénomènes profondément religieux et qui imposaient une vérité absolue à laquelle les croyants avaient foi, et ceux qui ne croyaient pas étaient obligés d'obéir. Alors, ce qu'il y avait de particulier dans le nazisme, c'est alors que le communisme était de religion universelle, comme le christianisme, le nazisme était une religion d'une race supérieure. Et donc, conforté dans la conscience d'être supérieur de la race aryenne, avec quelques cousins comme les Anglais, mais là. Et en même temps, comme l'a très bien vu Tony Bee, les nations, surtout le nationalisme, c'est un culte religieux de la nation, pour laquelle il faut tuer, mourir, comme dans une bonne religion. Donc, il y avait ce côté religieux d'une notion supérieure qui est appelée à guider l'humanité, et bon, avec en plus le côté, disons, charismatique de Hitler. Parce que Hitler, il se mettait dans un état de transe, et cet état de transe post-chamanique, si vous voulez, de transe hystérique, avait un effet extraordinaire de galvanisation de ses auditeurs allemands. Et on peut dire aussi que même Goebbels, il avait un peu ce don oratoire, pas comme Hitler. Staline ne l'avait pas du tout, mais son mythe, son image, son culte remplaçait, si vous voulez, cette défaillance d'orateur. Donc, ce sont des phénomènes religieux profonds, donnant une espérance folle, et qui ont échoué, l'un par la défaite militaire et l'autre par l'auto-effondrement du système dans des conditions de compétition internationale. Et à la suite de ça, les anciennes religions sont revenues. L'idée qui ressort, si vous voulez, c'est que autant il faut à la fois sauvegarder l'autonomie individuelle et la relation profonde à la communauté. C'est ça qui est difficile, l'équilibre, mais c'est un peu ça qu'il faut sauvegarder.
Écoutez, moi je crois que il ne diminue pas nécessairement l'autonomie, d'autant plus que ce phénomène de neurones miroirs se manifeste quasi inconsciemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients que, dans le fond, nous intégrons mimétiquement ce que l'interlocuteur nous a dit. C'est un processus inconscient, ce qui fait que ça ne diminue en rien la capacité de contrôler ces choses-là. Écoutez, les neurosciences, ou plutôt les sciences du cerveau, ont quelques apports très importants. Il y a celui-là, puisqu'il a apporté Damasio aussi sur la raison et l'émotion. Là aussi, c'est quand même très, très important, parce qu'à partir du moment où on sait que l'émotion est partout présente, même dans un moment rationnel, on a une vision justement beaucoup plus intéressante de nos rapports avec autrui. Écoutez, on ne peut pas dire de quelle façon ça s'est fait, mais qu'il y ait eu, à un moment donné, chez l'artiste chamanique, l'idée de représenter ces animaux, et que cette idée s'est trouvée répétée plusieurs fois dans d'autres grottes, etc., montre qu'à un moment donné, il y a une relation mimétique qui existe dans la nature entre, disons, ces chasseurs et les animaux qu'ils chassent, et notamment la relation affective est très forte chez les chamans qui sont capables de s'identifier aux animaux. Alors, une fois, c'est à partir de cette expérience au sein de la nature que, sans doute, au cours de cérémonies sacrées dans des grottes obscures, ces chamans éprouvaient le besoin de figurer ces animaux. Donc, si vous voulez, une fois qu'ils ont eu cette idée, ils ont cherché les moyens de la réaliser, c'est-à-dire des trucs de couleur, des instruments qui pourraient faire ces choses-là. Et donc, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'une fois qu'ils ont eu cette idée, ils l'ont fait d'une façon extraordinairement réaliste. C'est ça qui est... Voilà. Ça, je crois qu'il faudrait prendre conscience, on n'a pas assez conscience de nos capacités mimétiques, d'abord de celles qui ont lieu sans que nous en soyons conscients, et celles dont nous serions capables si nous pouvions les développer. Moi, je crois que, dans le fond, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est que ces capacités nécessitent un certain état subjectif qui est une transe douce, pas la transe frénétique, Dans le fond, ce sont ces états seconds, ces états particuliers, ces états poétiques, ce sont tous ces états qui, à mon avis, sont très très importants pour nous, parce qu'ils sont multiples dans notre vie, nous ne nous en rendons pas compte. Donc, si vous voulez, moi je lis la mimésis à... il faut qu'on soit dans l'état capable de la transe. La transe plus ou moins grande, plus ou moins douce, plus ou moins... Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs mots. On n'a pas un mot exact. Il y a des cas où on peut parler de possession, des cas où on peut parler d'hystérie, des cas où on peut parler d'autres mots, etc. Mais c'est ça, ce sont ces états-là
qui sont tellement fréquents dans notre vie et que nous négligeons tout à fait. Écoutez, il est évident qu'elle est intégrée dans la vision complexe de l'humanité. C'est vrai qu'on peut ajouter à Homo sapiens, Demens, Economicus, Faber, etc., Homo muticus, c'est vrai. Voilà. D'abécédaire. Oui. J'ai fait un abécédaire. Ah. Là, je ne vous le donne pas, j'en ai très peu. C'est des poésies que j'ai écrites quand j'avais 25 ans, 26 ans. Voilà. Et alors là c'est dans la collection bouquins, vous voyez, il y a Autocritique, Les Stars, Closevet, La Rumeur d'Orléans, Journal de Californie. Ils ont repris tout ça. C'est simple. Hein. Voilà. Ça sort maintenant.